Pendant le dîner, mon gendre a frappé ma fille 3 fois et l'a poussée. Sa mère a applaudi en disant « Voilà comment on doit lui apprendre ». Mon sang s'est glacé. Je me suis levé en silence, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un seul appel. Il n'avait même pas idée de la personne à qui il s'était attaqué. Avant de continuer, dites-nous s'il vous plaît de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Nous sommes toujours heureux de mieux connaître notre public. Bonne écoute. Comme ça, elle apprend à se tenir. Cette phrase résonne encore dans mes oreilles. 3 ans ont passé depuis ce soir-là, et je l'entends toujours, tout comme les claquements de mains. Les applaudissements d'une mère qui regardait son fils battre ma fille et qui applaudissait de plaisir. Je m'appelle Erika Balint, j'ai 57 ans. Je suis avocate en droit de la famille depuis plus de 30 ans, spécialisée dans les affaires de violence conjugale. J'ai tout vu au fil des années, des juges corrompus, des maris devenus des bêtes, des clans entiers soudés autour d'un tyran et prêts à le défendre à n'importe quel prix. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé au moment où j'ai vu ma propre fille se faire frapper. Pas sur des photos, pas dans un dossier, mais sous mes yeux, à bout de bras. C'est une histoire que je n'aurais jamais cru raconter un jour. L'histoire de la façon dont un dîner du dimanche a détruit une famille, et comment 30 secondes de silence ont changé à jamais le destin de 4 personnes. Parce que, comme je l'ai compris alors, ils ne savaient absolument pas à qui ils avaient affaire. Laissez-moi vous ramener à ce soir-là. C'était un dimanche, le 20 mars. Je me souviens parfaitement de la date, parce que c'était l'anniversaire de mon mari défunt, Robert. Il est mort 2 ans plus tôt, d'une crise cardiaque soudaine. Un instant, et je me suis retrouvé seul dans notre grande maison à la périphérie de Lyon, une maison autrefois remplie de rires et de voix. Maison à la périphérie. Ariana, ma fille unique, a insisté pour que je vienne dîner chez eux. « Maman, tu ne peux pas rester seule le jour de l'anniversaire de papa, » m'a-t-elle dit. « Viens, je préparerai son plat préféré, de la viande rôtie comme il aimait. » Ma fille, mon Ariana. 32 ans, ingénieure chimiste, une tête brillante. Toute ma vie, j'ai cru qu'elle avait hérité de l'intelligence de son père et de ma fermeté. Comme je me trompais. Je suis arrivé chez eux vers 7 heures du soir, dans leur maison en banlieue. Une belle maison bien entretenue, achetée 1 an plus tôt avec l'argent que Robert nous avait laissé. J'avais donné à Ariana toute sa part de l'héritage, même si le notaire essayait de m'en dissuader. Erika, peut-être vaudrait-il mieux en garder une partie à votre nom, on ne sait jamais, disait-il prudemment. On ne sait jamais. J'en avais presque été vexé. Et si ma fille épousait un monstre? J'aurais mieux fait de l'écouter. Quand je suis entré, la table était déjà dressée. Des verres fins, des bougies, une nappe soigneusement étalée. Ariana avait clairement passé des heures en cuisine. Les odeurs étaient celles de nos anciens dimanches à la maison. Viande rôtie, purée de pommes de terre, petits pains faits maison. Ces parfums m'ont instantanément ramené dans notre vieille cuisine. Robert goûtant la sauce directement dans la casserole, la petite Ariana chipant des morceaux de carottes. Mais quelque chose n'allait pas. Ariana n'était pas comme d'habitude. Ses cheveux étaient plus courts, coupés aux épaules, alors qu'elle les avait toujours portés longs. Elle portait un chemisier à manches longues, alors qu'il faisait déjà doux pour une fin mars. Et quand elle m'a prise dans ses bras, j'ai senti tout son corps se tendre, comme si chaque muscle était au garde à vous. « Ma chérie, tout va bien ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr, maman, je suis juste fatiguée par le travail. » A-t-elle souri, sans me regarder dans les yeux. J'aurais dû insister. A-t-elle souri. J'aurais dû poser la question encore une fois, lui enlever ce chemisier, regarder ses bras. Mais je me suis tue. Encore une erreur, qui plus tard me revenait sans cesse en mémoire. La nuit. Andras, son mari, est apparu dans l'embrasure de la porte. Soigné, poli, avec ce sourire parfait qui, dès le premier jour, m'avait semblé forcé. « Maman, je suis ravi de vous voir. Entrez, entrez, » a-t-il dit. Juste derrière lui, comme une ombre, se tenait sa mère, Ina, 64 ans. Elle aussi veuve, mais d'un tout autre genre. Son mari était mort 10 ans plus tôt dans des circonstances étranges, un soi-disant accident dans l'escalier de leur maison. L'affaire avait été classée très rapidement. Dans mon métier,
J'avais vu trop d'histoires semblables pour ne pas sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dès le jour où j'ai vu Ina au mariage, quelque chose m'a serré le cœur. Son sourire sonnait faux, son regard manquait de sincérité. Mais Ariana rayonnait de bonheur, alors j'ai avalé mes soupçons et décidé de ne pas gâcher sa fête. Encore une erreur. Erika, ma chère, quelle joie que vous soyez venue, a chantonné Ina d'une voix sucrée. Ariana a préparé quelque chose de délicieux. Mon fils a de la chance d'avoir une épouse aussi bonne ménagère. Bonne ménagère. Comme si ma fille n'était pas une personne, mais du personnel de service. Et pourtant, la maison où nous nous trouvions avait été achetée avec l'argent laissé par son père. Nous nous sommes assis à table. Andras, bien sûr, en bout de table. Ina à sa droite. Moi en face d'elle. Ariana entre son mari et sa belle-mère, comme coincée entre deux murs. Le dîner a commencé dans le calme. Un calme trop pesant. Ina parlait sans s'arrêter. De la nouvelle rénovation de son appartement, de ses amis du club de campagne, du bonheur d'avoir désormais son fils dans le même quartier. Comme ça, elle pouvait passer quand elle voulait. Moi, je me taisais surtout, et j'observais. Elle pouvait passer quand je voyais les mains d'Ariana trembler quand elle servait les plats. Je voyais qu'Andras ne disait jamais merci. Je voyais Ina retrousser à peine les lèvres après chaque bouchée. La sauce est un peu trop salée, tu ne trouves pas, mon fils? A-t-elle dit d'un ton nonchalant. Et les petits pains sont déjà froids. De mon temps, les femmes se levaient plus tôt pour que tout soit prêt à temps et bien chaud. Et je voyais ma fille, intelligente, forte, indépendante, se ratatiner à chaque remarque, comme si une ceinture invisible se resserrait autour d'elle. Puis c'est arrivé. Ariana versait de l'eau à Andras. Sa main a légèrement tremblé. Quelques gouttes sont tombées sur la nappe blanche. Une broutille. Mais le silence qui est tombé sur la table était si lourd qu'il en faisait bourdonner les oreilles. Andras a lentement posé sa fourchette sur l'assiette. Le bruit du métal sur la porcelaine a résonné comme un coup de feu. « Tu vois ce que tu as fait » a-t-il dit d'une voix calme, dangereusement calme. Ariana a ouvert la bouche pour s'excuser, mais il ne lui en a pas laissé le temps. Ce qui s'est passé ensuite, je m'en souviens comme au ralenti, même si tout n'a duré que quelques secondes. Andras s'est levé brusquement et a frappé ma fille. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le bruit de sa main sur sa joue a déchiré la pièce. Ariana a chuté de sa chaise et s'est écrasée sur le sol en marbre. Puis j'ai entendu des applaudissements. Ina applaudissait. Comme ça, elle apprend à se tenir, a-t-elle dit avec un sourire satisfait. Une femme maladroite a besoin d'être corrigée. J'ai éduqué mon mari de la même façon. C'est pour son bien. Mon sang est devenu de la glace. Pendant 30 secondes, je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de respirer. 32 ans à défendre des femmes battues. Et quand cela se produisait sous mes yeux, je restais là, comme une statue. Mais ce n'étaient pas des secondes de paralysie, c'était des secondes de calcul. Mon cerveau s'est mis en marche comme au tribunal. J'ai tout vu d'un coup. Le pouvoir qu'il exerçait sur cette maison, la soumission totale d'Ariana, la violence banalisée et soutenue par la belle-mère, et encore autre chose. J'ai vu le verre d'eau, la trace de condensation sur la table, la petite goutte sur la nappe, et cette explosion de rage totalement disproportionnée. Ce n'était pas la première fois. J'en étais certaine. C'était un schéma bien rodé. Je me suis levé lentement de table, sans dire un mot. Andras me regardait avec ce sourire sûr de lui, persuadé que j'allais crier, faire un scandale, me jeter sur lui à coups de poing, comme il avait l'habitude de voir les femmes, hystériques et impuissantes. Mais je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes mains ne tremblaient pas une seconde. J'ai composé un numéro qui était en accès rapide depuis 20 ans. « Veit », ai-je dit d'une voix si froide que je ne me suis pas reconnu. Ici, l'avocate Balint. J'ai besoin immédiatement d'une patrouille de police à cette adresse. Lyon, rue du Bois, numéro 34, appartement 80. Violence conjugale constatée. Les faits se produisent à l'instant, en ma présence, avec témoin. J'active l'enregistrement de l'appel. J'ai allumé le dictaphone. J'ai posé le téléphone sur la table, en haut-parleur, et j'ai regardé Andras droit dans les yeux.
Répétez maintenant ce que vous venez de faire, ai-je dit calmement. Et ce que votre mère a dit. Nous avons toute la nuit devant nous. En 3 secondes, le visage d'Andras est passé du rouge suffisant à un blanc livide. Vous ne pouvez pas, 32 ans d'expérience, avocate spécialisée en violence conjugale, ai-je répondu du même ton posé. Plus de 200 dossiers derrière moi, un travail direct avec la brigade criminelle et le parquet. Et à l'instant, vous venez de frapper ma fille devant témoins. Devant moi et devant votre mère, qui a applaudi et justifié la violence, devenant ainsi complice d'un crime. Je me suis approché d'Ariana. Elle était allongée par terre, le visage en feu, des larmes coulaient doucement sur ses joues. Je l'ai aidée à se relever avec précaution, presque mécaniquement, en vérifiant qu'elle n'avait pas de blessure grave. « Maman » a-t-elle chuchoté. « Chut, ma chérie » ai-je dit. Là, c'est moi qui parle. Andras a fait un pas vers nous. J'ai levé la main, sans le toucher. « Essayez seulement de me toucher » ai-je dit, sèche. Ce sera 3 infractions de plus, menace, tentative d'agression sur un témoin et entrave à la justice. Vous voulez ajouter quelques années à votre peine? Pour la première fois de la soirée, Ina a arrêté de sourire. C'est une affaire de famille. Sa voix a tremblé. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ça. J'ai tous les droits, ai-je répondu en me tournant vers elle. Je suis témoin direct d'un crime puni par la loi jusqu'à 6 ans de prison. Et vous, en tant que complice active, non seulement vous n'avez pas essayé d'arrêter, mais vous avez encouragé la violence. Vous risquez jusqu'à 4 ans de plus. À ce moment-là, dans le silence, on a entendu des sirènes. Officiellement, au téléphone, je leur avais dit qu'ils pouvaient arriver dans la demi-heure. Mais Veit le savait. Si j'appelle moi-même, c'est que c'est grave. Ils sont arrivés en 17 minutes. 3 voitures se sont arrêtées devant l'immeuble. 6 agents sont montés. Veit Marchand, commissaire de police, est entré le premier. Je le connaissais depuis des années. On se croisait dans presque toutes les affaires compliquées. Maître Balint m'a-t-il salué d'un signe de tête, d'un ton officiel. Puis il a vu Ariana, le visage marqué de rouge, encore tremblante, et son regard s'est durci. Pris sur le fait, ai-je dit calmement. 3 coups. Témoin direct. Moi. Enregistrement audio partiel sur le téléphone. Témoin direct. Et une complice active. Le commissaire a hoché la tête et s'est tourné vers Andras. Monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Ensuite, tout a déroulé comme dans un protocole. Andras a été interpellé. Ina aussi, comme complice. On leur a passé les menottes dans le salon et on les a escortés jusqu'aux voitures. Juste avant de partir, Andras s'est retourné et m'a regardé avec une haine tellement pure que, si un regard pouvait brûler, je serais parti en cendres. « Ça ne restera pas comme ça », a-t-il craché. « Ma famille a des relations. Nous. Vos relations ne valent rien quand il y a des preuves et des témoins, l'ai-je coupé. Et si vous essayez de m'intimider ou d'approcher ma fille, je ferai personnellement en sorte que chaque jour de votre peine, vous le passiez dans la prison la plus éloignée. » On l'a installé dans une voiture. Ina aussi. Les portes ont claqué. Les sirènes ont hurlé. Et les voitures sont parties. Et seulement là, pour la première fois de la soirée, j'ai serré ma fille dans mes bras. Elle a pleuré contre ma poitrine longtemps, comme elle n'avait sûrement pas pleuré depuis le lycée. Entre ses sanglots sortaient des années de silence, des années de peur, des années à vivre dans un cauchemar dont elle ne savait pas comment s'échapper. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé quand elle a enfin pu parler. « J'avais honte, maman », a-t-elle murmuré. « Tu as toujours été si forte. Toute ta vie, tu as défendu les autres femmes. Comment j'aurais pu t'avouer que moi, je suis devenue une victime? Comment j'aurais pu t'avouer que j'avais épousé exactement le monstre contre lequel tu te bats depuis toujours ?» Je l'ai serré encore plus fort. « Ça s'arrête aujourd'hui », ai-je dit. « Maintenant. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'arrestation, ce n'était que le début. Andras et Ina ne savaient pas encore que l'univers a une façon bien à lui de faire payer les dettes. Et moi, j'étais décidé à faire en sorte que chacun de leurs actes leur revienne, avec toutes les conséquences.
Parfois, on fait trop confiance aux mauvaises personnes. Et vous, est-ce que vous avez déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez votre histoire en commentaire, je les lis. Je vous avais promis de raconter ce qui s'est passé après ce soir-là. Mais d'abord, vous devez comprendre une chose importante. Vous devez savoir qui était Ariana avant Andras. Parce que quand on regarde une femme brisée par la violence, on oublie facilement qu'un jour, elle a été une petite fille qui riait sans peur, une ado avec des rêves, une femme qui avançait la tête haute, pas le regard baissé. Ariana est née en plein été, le 23 juillet. Robert et moi, on était mariés depuis seulement 2 ans. Quand elle est arrivée et qu'elle a rempli notre petit appartement de ses cris, j'ai trouvé que c'était le plus beau son du monde. Robert était architecte, calme, gentil, le genre d'homme qu'on rencontre presque plus aujourd'hui. Il ne levait jamais la voix, encore moins la main. Quand on se disputait, on s'asseyait le soir au salon avec un thé, on parlait jusqu'à se comprendre. C'est comme ça qu'on a grandi, nous. Et c'est comme ça qu'Ariana a grandi. Depuis toute petite, elle était d'une curiosité incroyable. Je me souviens, elle avait 4 ans quand je suis entré dans le salon et que j'ai vu un téléphone démonté en petits bouts sur le tapis. Le plastique d'un côté, les fils de l'autre, les vis en tas. « Ariana, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai juste réussi à souffler. « Je veux voir comment les voix parlent dedans », a-t-elle répondu, très sérieuse. Quand Robert est rentré du travail et qu'il a vu ça, il a ri pendant une bonne demi-heure. Ensuite, tous les deux, on a rampé sur le sol pour rassembler ces pauvres petites pièces. « Cette fille-là sera scientifique, c'est sûr, » a-t-il dit. 100%. Et il avait raison. C'est sûr. À 12 ans, elle a gagné sa première foire scientifique à l'école, avec un projet sur la purification de l'eau. Ses yeux brillaient comme un petit soleil. Elle était sur scène avec son diplôme, pleine de fierté, et en même temps avec cette modestie tranquille qu'elle n'a jamais perdue. « Maman, tu crois que papa est fier de moi ?» m'a-t-elle chuchoté le soir. « Ton papa est fier de toi depuis le jour où tu es né », ai-je répondu. Et c'était la pure vérité. Robert était assis dans la salle, les yeux humides, et il ne cachait pas ses larmes. Il n'en avait pas honte. Il était juste trop heureux. Ce soir-là, on est allé dîner tous les 3 dans son endroit préféré, un petit café au centre, où il faisait la meilleure gratinée et les meilleures crêpes du quartier. À notre scientifique, a levé son verre de compote Robert. À notre famille, ai-je ajouté. À nous, parce qu'on est ensemble, a dit Ariana, avec un sourire tellement lumineux que même la serveuse a souri. Ensemble. À l'époque, ce mot était notre encre. On ne roulait pas sur l'or. La carrière de Robert commençait à peine, et moi, je me battais encore pour me faire une place comme jeune avocate. Mais on avait l'essentiel. On savait l'un l'autre. Le dimanche était sacré chez nous. Le dimanche, c'était le jour de la viande rôtie. Robert avait inventé sa recette, à partir de vieux carnets de sa grand-mère. Il passait la moitié de la journée dessus. Il faisait mariner, mélangeait les épices, goûtait la sauce. Ariana, avec une règle, mesurait combien mettre de chaque chose, notait tout dans un cahier, comme une vraie laborantine. Et moi, je coupais les oignons en racontant des affaires qu'on ne pouvait pas raconter au tribunal. Je vous ai parlé de l'affaire Madame Dominguez. Je commençais. Maman, tu l'as déjà raconté 20 fois, riait Ariana. C'est bon, aujourd'hui il y aura des nouveaux détails, je répondais. Ariana. Et voilà comment on passait nos dimanches soirs. Des rires, des histoires, l'odeur de la viande au four et des petits pains chauds. Que Robert façonnait toujours lui-même, par principe. Ceux du magasin, on dirait du coton. Comme ces dimanches me manquent. Les enfants grandissent vite, trop vite. Hier encore, elle courait dans la cour avec ses petites tresses, et aujourd'hui elle a 15 ans, demain 18, les examens, les dossiers d'inscription. Ariana est entrée à l'université publique, en filière chimie et technologie. Elle a toujours fait partie des meilleures. Pas parce qu'elle courait après les notes, mais parce que ça la passionnait vraiment. Elle pouvait passer des heures à table à nous expliquer tantôt des réactions exothermiques, tantôt le traitement des eaux usées, tantôt de nouveaux matériaux. Maman, imagine, on peut produire de l'énergie propre à partir des déchets. C'est le futur. Ses yeux brillaient. Robert l'écoutait, la tête posée sur la main, et secouait doucement la tête.
Ce n'est pas une fille, c'est de l'or. Si quelqu'un nous avait expliqué tout ça quand on était jeune. À 24 ans, elle a obtenu son diplôme avec mention. Robert, à la remise des diplômes, a encore pleuré pendant toute la cérémonie, sans se gêner une seconde. « C'est ma fille », disait-il fièrement à tout le monde. « Mon Ariana ». Après la cérémonie, on a pris une photo tous les trois, elle au milieu, avec son diplôme, et nous de chaque côté, en train de l'embrasser. Cette photo est encore dans un cadre, dans mon salon. À ce moment-là, on ne savait pas que ce serait l'une de nos dernières photos au complet. Elle a trouvé du travail tout de suite, dans une grande entreprise pharmaceutique, elle développait de nouvelles technologies pour rendre les médicaments plus accessibles. « Je ne veux pas travailler juste pour l'argent », disait-elle. « Je veux que mon travail serve à quelqu'un. » Et c'était vrai, disait-elle. En 2 ans, elle dirigeait déjà une petite équipe, publiait dans des revues, allait à des conférences en Europe. Elle avait loué un petit appartement, simple mais chaleureux. Le week-end, elle courait au parc, allait au cinéma et au musée avec ses amis. On aurait dit que tout avançait comme il faut. Et pourtant, chaque dimanche, sans exception, elle venait chez nous pour la viande rôtie. C'était notre tradition, personne n'y touchait. Jusqu'au jour où Andras est entré dans sa vie. Ils se sont rencontrés à une conférence professionnelle, il y a environ 5 ans. Lui présentait un exposé pour une société de conseil. Elle parlait de l'optimisation des processus dans son entreprise. Le soir, mon téléphone a sonné. « Maman, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. » Sa voix avait ce ton-là. J'ai compris tout de suite. Ce n'était pas juste quelqu'un. Mon cœur a fait un petit bond, comme celui de toutes les mères quand elles sentent que leur enfant n'est plus seulement à elles. Il y a quelqu'un d'autre. « Alors raconte, » ai-je dit. Il s'appelle Andras, ingénieur, intelligent, drôle. On a discuté, et 3 heures ont filé. 3 heures, maman. Je n'ai même pas vu le temps passer. Je voulais être heureuse pour elle. Je devais être heureuse. Mais quelque chose, au fond de moi, a bougé. Un petit signal d'alarme, léger, que je n'ai pas su comprendre à l'époque. « Quand est-ce que tu nous le présentes ?» ai-je demandé. « Bientôt. Très bientôt. Je veux que toi et papa le voyiez. » 3 semaines plus tard, Andras est venu dîner chez nous. À l'heure, avec une bouteille de vin cher, un bouquet pour moi. Bien habillé, soigné, avec ce sourire impeccable. « Erika, ravi de vous rencontrer », m'a-t-il dit en me serrant la main avec politesse. « Ariana parle beaucoup de vous. J'ai un immense respect pour votre travail, pour ce que vous faites pour les femmes. Les mots justes, le ton juste, la bonne posture à table, les femmes. » Robert a vite engagé la conversation avec lui, à propos de chantiers, de ponts, de projets. Entre hommes ingénieurs, le courant passait facilement. Moi, j'observais. Je voyais comment il coupait légèrement Ariana quand elle essayait de placer un mot. Comment son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Comment, dès qu'elle mentionnait une réussite professionnelle, il ramenait aussitôt la conversation sur lui, sur ses propres succès. Des détails. Pour quelqu'un d'autre, des broutilles. Mais moi, à ce moment-là, ça faisait 30 ans que je voyais ce genre d'homme dans les tribunaux. Et dans ces détails, je reconnaissais un schéma familier. Ce soir-là, quand ils sont partis, Robert m'a trouvé dans la cuisine, en train de faire la vaisselle en silence. « Qu'est-ce qu'il y a, Léna ?» m'a-t-il demandé. Il connaissait trop bien mes silences. « Je ne sais pas, » ai-je répondu. « Quelque chose ne colle pas. »« Laisse-lui du temps, » m'a-t-il dit en me prenant par les épaules. « C'est la première fois que tu vois Ariana amoureuse. C'est normal que tu t'inquiètes. » Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je ramenais trop de mon travail dans ma vie privée. Mais cette petite alarme intérieure ne s'est jamais éteinte. Les mois ont passé. Ariana et Andras sont devenus inséparables. De plus en plus souvent, elle me parlait moins de ses projets et plus de « nous » avec Andras. Elle a arrêté le sport parce qu'il s'ennuyait trop le soir. Elle voyait moins ses amis. Le vendredi soir, c'est notre moment avec Andras. « Maman, je suis heureuse », répétait-elle. J'avais envie d'y croire. Dieu sait combien j'avais envie d'y croire. Mais quelque chose, au fond de moi, grattait. 6 mois plus tard, nous avons rencontré sa mère.
un déjeuner de famille qu'Andras avait organisé pour se rapprocher. Ina venait justement d'emménager plus près, soi-disant pour être près de son fils. « Je n'ai que lui », soupirait-elle avec pitié, auprès de son fils. « Après la mort de mon mari, j'ai tout porté seul. » Ina était particulière, soignée, élégante, habillée de vêtements chers mais discrets. Mais elle dégageait une énergie qui remplissait toute la pièce. Elle parlait sans s'arrêter, revenait toujours à Andras, à quel fils merveilleux il était, à quel point ça avait été dur de l'élever. Elle parlait de son mari d'une manière trop théâtrale, les yeux levés au plafond, avec des pauses. C'était une terrible tragédie, disait-elle en portant la main à ses yeux. Il est tombé dans l'escalier. Je ne m'en suis jamais remise. Mais je ne voyais pas de vrai chagrin sur son visage. Je voyais une mise en scène, et sa façon de regarder Ariana, de haut en bas, en plissant les yeux, comme si elle évaluait si cette fille convenait à son fils. Après ce déjeuner, Robert et moi n'avons presque pas dormi de la nuit. Cette femme ne me plaît pas du tout, ai-je dit franchement. À moi non plus, a soupiré Robert. Mais Léna, Ariana est adulte. On ne peut pas vivre sa vie à sa place. Je sais, ai-je répondu. Mais là-dedans, il y a quelque chose de faux. Je le sens. Robert m'a prise dans ses bras, comme il l'avait toujours fait. Si quelque chose ne va pas, Ariana le verra elle-même. On ne l'a pas élevée comme une idiote. Elle est intelligente, forte. Faisons-lui confiance. Je lui ai fait confiance. C'était mon erreur. 1 an plus tard, Andras a fait sa demande. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une maison de repos avec vue sur un lac, des pétales de rose, un photographe, un violon. Ariana m'a envoyé une vidéo ensuite, en larmes, la bague au doigt. « Maman, j'ai dit oui !» criait-elle au téléphone. Je l'ai serré dans mes bras quand ils sont venus nous l'annoncer officiellement. J'ai dit que j'étais heureuse. Une partie de moi l'était vraiment. L'autre, celle qui lisait des dossiers depuis plus de 20 ans et voyait comment tout s'effondre, hurlait à l'intérieur. Le mariage était digne d'un magazine. Environ 200 invités, un domaine à la campagne avec des vignes. Ariana en robe blanche, rayonnante. Robert la conduisant à l'hôtel. Je me souviens du regard qu'il m'a lancé juste avant de la remettre à Andras. Dans ses yeux, j'ai vu la même chose que je ressentais, de l'inquiétude. Mais il était trop tard. Les alliances étaient en place, les vœux prononcés, le oui dit. Les premiers mois de mariage semblaient normaux. Ariana venait toujours chez nous le dimanche, désormais avec Andras. On continuait à faire la viande rôtie, mais l'ambiance à table avait changé. Andras avait toujours un avis sur tout. Il coupait les conversations, corrigeait chaque mot. Ariana parlait de moins en moins. C'était toujours « nous avec Andras ». Andras pense que. Je voyais qu'elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Mais j'ai mis ça sur le compte de l'adaptation à la vie de couple. Puis Robert est mort. Soudainement. La nuit. Une crise cardiaque. Il est mort dans son sommeil, sans souffrir, disèrent les médecins. Mais pour moi, c'était comme si on m'avait arraché une partie de moi. Il n'avait que 62 ans. Il nous restait tant d'années devant nous, tant de dimanches, tant de futurs petits-enfants. Je me souviens des funérailles comme à travers un brouillard. Ariana pleurait dans mes bras comme une petite fille. Andras était là, correct, maîtrisé, faisant tout comme il faut, mais distant, comme s'il assistait à un enterrement étranger. Ina, toute la journée, comparait sa douleur à la mienne. Je vous comprends tellement, Erika. Moi aussi, j'ai perdu l'amour de ma vie. Et c'était encore plus traumatisant, disait-elle en pinçant les lèvres. Chez moi, c'était une violence du destin, une chute, du sang. Même dans le deuil, elle trouvait le moyen de transformer la douleur en compétition. Je comprenais déjà que c'était de la manipulation, mais j'étais trop brisé pour lutter. Les mois qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. La maison était vide. La tasse de Robert était toujours dans la cuisine. Son peignoir pendait dans la salle de bain. Les livres dans son bureau étaient restés comme il les avait laissés. Chaque coin rappelait qu'il n'était plus là. Ariana venait tous les jours. Elle me faisait de la soupe que je ne mangeais pas.
Elle m'obligeait à me laver, me faisait sortir, marcher dans la cour. « Maman, tu dois continuer à vivre, » répétait-elle. « Papa l'aurait voulu. » Elle avait raison. Mais vivre sans lui, c'était comme respirer sans air. C'est précisément à ce moment-là qu'Andras a commencé à changer. Ou plutôt, à ne plus faire semblant. D'abord, il a commencé à dire doucement qu'Ariana venait trop souvent chez moi. « Ta mère va s'en sortir, » disait-il. « Elle doit apprendre à vivre seule. Nous, maintenant, on est ta famille. » Puis il a commencé à critiquer son travail, ses vêtements, son emploi du temps. « Pourquoi tu rentres si tard? Qu'est-ce que tu faisais? Avec qui tu étais? » Ariana, brisée par la mort de son père, fatiguée, vulnérable, a commencé à céder. Elle venait moins souvent. Elle appelait moins. Sa voix au téléphone est devenue un murmure éteint. « Ma chérie, tout va bien ?» lui demandai-je. « Oui, maman. Je suis juste fatiguée par le travail. » Toujours la même réponse. Et moi, j'étais trop absorbée par ma propre douleur. Enfermée dans mon deuil, je n'ai pas insisté, je n'ai pas forcé. Encore une erreur que je ne me pardonne toujours pas. 6 mois après la mort de Robert, l'héritage est arrivé. Mon mari n'était pas seulement un architecte talentueux, c'était aussi un homme prévoyant. Il avait tout organisé, économie, placement. Il nous a laissé, à Ariana et à moi, une somme importante. J'ai donné à Ariana toute sa part, environ 500 000 €, sans condition, sans restriction. « Maman, c'est trop, » disait-elle. « Tu devrais garder plus pour toi. »« Non, » ai-je répondu. « Ton père voulait que tu aies un filet de sécurité. »« Non, ai-je, que tu puisses vivre comme tu l'entends, sans dépendre de l'argent. » Avec cet argent, elle et Andras ont acheté cette maison dans le lotissement où je suis arrivé ce soir-là de mars. Une belle maison, grande, lumineuse. Une maison qui aurait dû être une forteresse pour elle. Elle est devenue une prison. Les visites chez moi se sont faites rares. Ariana avait toujours une excuse. Le travail, les travaux, ou aller voir la mère d'Andras. Quand elle venait enfin, je remarquais de plus en plus de changements. D'abord, la coiffure. Elle avait toujours aimé les cheveux longs, puis elle les a coupés d'un coup, jusqu'aux épaules. J'avais envie de changer, souriait-elle. Les longs, c'est fatigant. Puis les vêtements sont devenus plus fermés, plus stricts. Le maquillage plus marqué. J'aime bien comme ça, disait-elle. Mais dans ses yeux est apparu quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. La peur. Et moi, aveuglé par mon deuil, par ma fatigue, je me disais que tout ça venait de l'adaptation à la vie de couple, du travail, de la perte de son père. Je refusais d'admettre que quelque chose n'allait pas. Je ne l'ai compris que cette nuit-là, cette maudite nuit du 20 mars, quand 3 coups et des applaudissements écœurants m'ont brutalement ramené à la réalité. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert les yeux et j'ai vu ce qui se passait sous mon nez depuis si longtemps. Ma fille n'allait pas bien depuis des années. Et moi, une femme adulte, avocate avec 30 ans d'expérience, j'étais trop occupé par mon propre chagrin pour reconnaître l'évidence. Mais quand j'ai vu ces 3 coups, quand j'ai entendu les applaudissements, quand j'ai senti le sang se glacer dans mes veines, à cet instant précis, je me suis rappelé qui j'étais. Erika Balint, avocate, combattante, mère. Et j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, plus personne, pas un seul être humain sur cette terre, n'oserait lever la main sur ma fille sans en payer le prix. Humain sur cette terre. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande où vous m'écoutez en ce moment. Dans votre cuisine, dans le métro, avec des écouteurs sur le chemin du travail. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous êtes. C'est vraiment important pour moi de comprendre jusqu'où arrivent ces histoires. Parce que maintenant, on arrive à l'essentiel. Parce que la première fissure dans leur mariage n'a pas été un coup. Elle était bien plus sournoise. Elle a commencé par un seul mot. Ce mot, c'était « tu dois ». Aujourd'hui, avec le recul, je vois que tout tournait autour de ce « tu dois ». Pas « j'ai envie », pas « je peux », pas « c'est mieux pour moi ». Non. Tu dois. La première fois que je l'ai remarqué, c'était lors d'un simple déjeuner du dimanche. Après la mort de Robert, alors que j'apprenais lentement à vivre seul. Ils venaient d'emménager dans leur maison.
Ariana est arrivée avec 20 minutes de retard. Elle est entrée dans la cuisine, essoufflée, des sacs dans les mains, les joues rouges à cause du froid. « Maman, pardon, il y avait des embouteillages à l'entrée du quartier », a-t-elle souri, gênée. J'allais lui dire que ce n'était pas grave, quand Andras est apparu derrière elle. « Tu dois mieux calculer ton temps », a-t-il dit d'une voix parfaitement calme en enlevant sa veste. On avait dit 3 heures, pas 3h30. Les mots étaient ordinaires, le ton, neutre. Mais j'ai croisé son regard. Froid. Évaluateur. Pas comme on regarde sa femme, mais comme on regarde une subordonnée qui n'a pas respecté un délai. Ariana s'est immédiatement recroquevillée, a remis ses cheveux en place, baissé les yeux. « Pardon, la prochaine fois je partirai plus tôt. »« J'espère, » a-t-il répondu. Et c'est tout. Pas de dispute, pas de cri. Juste un constat. Tu dois. À ce moment-là, j'ai mis ça sur le compte de la tension. Le travail, la maison, les travaux, mon deuil. On peut tous être à bout. Mais ensuite, ce mot est revenu de plus en plus souvent. On peut tous être. Tu dois appeler ma mère et lui dire qu'on ne viendra pas. Je suis fatigué. Tu dois soutenir ma mère. Elle est très affectée. Tu dois avoir une apparence correcte. Je ne veux pas qu'on pense mal de moi au travail. Tu dois comprendre que je suis un homme, j'ai besoin de me reposer. Tu dois être à la maison à 6 heures, le dîner ne va pas se faire tout seul. Toujours sur le même ton calme, comme s'il lisait un mode d'emploi. Sans cri, sans insulte. Et c'était encore pire. Un cri, c'est une explosion, on la voit, on peut la stopper. Mais ce « tu dois », tranquille, c'est comme de l'eau qui use la pierre. Peu à peu, Ariana a commencé à s'y adapter. Au début, elle essayait encore de répondre. « Andras, j'ai une réunion jusqu'à 7 heures. »« Andras, j'ai prévu cette sortie avec les filles depuis longtemps. »« Maman m'appelle, c'est difficile pour elle toute seule. » Il écoutait, hochait la tête, puis disait « Tu dois apprendre à définir tes priorités. » Et ajoutait « Une femme normale pense d'abord à sa famille. » Et là, sa mère entrait en scène. Ina faisait déjà pleinement partie de leur quotidien. Il fallait l'emmener à l'hôpital, passer voir une nouvelle armoire, discuter des travaux dans son appartement. « Ariana, tu dois comprendre, » disait-elle d'une voix douce en servant le thé. « Tu as maintenant non seulement un mari, mais aussi sa mère. Et moi, je n'ai plus personne. Tu es comme une fille pour moi. Une fille laisserait-elle sa mère seule ?» Ariana hochait la tête, rougissait, essayait de satisfaire tout le monde à la fois. Le travail, le mari, la belle-mère, moi avec mon deuil. Pour elle-même, il ne restait ni temps ni énergie. Un soir, elle est venue chez moi complètement épuisée. Elle s'est assise sur une chaise dans la cuisine et a posé son front dans ses mains, sans dire un mot. « Tu dors au moins ?» ai-je demandé en lui servant une soupe, sans dire un mot. « Parfois » a-t-elle essayé de plaisanter, mais ses yeux riaient moins que ses mots. Andras dit que je dois être organisé, que tout est possible si on planifie bien. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. Elle a regardé par la fenêtre. « Je ne sais pas, maman. Il a peut-être raison. Je suis une adulte, je dois y arriver. » Encore ce mot. Cette fois, sorti de sa bouche. J'ai senti mes doigts se crisper autour de la cuillère jusqu'à blanchir. L'étape suivante concernait l'argent. Après l'héritage, Ariana disposait d'une somme importante. Une partie avait servi d'apport pour la maison. Le reste était sur un compte séparé, comme Robert et moi l'avions prévu. Un filet de sécurité. Un soir, à l'approche de l'hiver, Ariana m'a appelé, agitée. « Maman, est-ce que tu pourrais venir demain ? Andras veut discuter d'un investissement. Il dit que tu comprends mieux les documents. » En tant qu'avocate, j'étais presque contente. Enfin, je pouvais être utile. Le lendemain, je suis venu. Andras avait étalé une pile de papiers sur la table. « C'est une opportunité très intéressante », a-t-il commencé. Un ami lance un projet, il cherche des investisseurs. Rentabilité garantie, tout est légal. Je vais investir, et Ariana devrait aussi participer. L'argent ne doit pas dormir. « De quel projet s'agit-il » ai-je demandé. Il a parlé d'un centre logistique, de contrats, de perspectives. Des mots compliqués, bien présentés.
Mais plus je l'écoutais, plus un signal intérieur devenait clair. Stop. Vous avez un avis indépendant? Ai-je demandé. Un audit? Des garanties de remboursement? Un léger tic a traversé sa joue. Erika, c'est du business. Personne ne garantit rien. Vous ne me faites pas confiance? La confiance, c'est une chose. Les documents, c'en est une autre, ai-je répondu calmement. Je prends des copies, je les étudie tranquillement, et ensuite je donne mon avis. Ariana m'a regardé avec reconnaissance. Et ensuite, elle était clairement mal à l'aise. Andras a souri, mais un éclat dur a traversé son regard. Bien sûr, a-t-il dit. Mais Ariana, tu comprends qu'on ne peut pas trop attendre. Tu dois savoir prendre des décisions. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai étudié les papiers, tout est devenu clair. Projet risqué, montage flou, zéro garantie. Beaucoup de beaux mots, beaucoup de chiffres, mais en réalité, investir et prier. Le lendemain, j'ai appelé Ariana. Ma chérie, mon avis est clair. Pas un centime de ton argent personnel ne doit aller là-dedans. S'il veut investir, qu'il le fasse avec ses propres fonds. Toi, tu as déjà investi dans la maison. Un silence a suivi. Je le sentais aussi, a-t-elle murmuré. Mais Andras dit que je dois le soutenir, puisque je suis sa femme, que dans une famille normale, l'argent est commun. Commun, c'est quand les deux décident, ai-je répondu fermement. Et quand les deux comprennent où va l'argent, tu as le droit de dire non. Je l'ai entendu expirer doucement. D'accord, maman, je vais lui parler. Mais le soir, c'est lui qui m'a appelé. Erika, une voix lisse, mais froide. Je comprends que vous soyez juriste et prudente, mais vous devez respecter mon choix et ne pas vous mêler de notre mariage. Ariana est adulte, elle décidera elle-même quoi faire de son argent. Je parle non pas comme juriste, mais comme mère, ai-je répondu, et comme quelqu'un qui sait lire les petites lignes. Prévenir, c'est mon devoir. La décision appartient effectivement à Ariana. Il est resté silencieux un instant, puis a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Vous devez apprendre à laisser votre fille. Le mot « devez » s'adressait désormais à moi. À ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était un schéma tout fait. Quand une femme commence à résister, on la place en position de faute. Tu dois. Vous devez. Vous êtes obligé. Quelques semaines plus tard, Ariana est venue me voir seule, sans Andras. Quelques semaines plus sans sa mère. Elle a enlevé son manteau, est entrée dans la cuisine, s'est assise et a posé ses mains sur la table, comme une élève devant son professeur. « Maman, j'ai dit non », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas mis l'argent dans son projet. J'ai senti quelque chose se réchauffer en moi. Bonne fille. Elle a souri, mais ses yeux restaient inquiets. Andras l'a mal pris, a-t-elle avoué. Il a dit que je ne l'avais pas soutenu, qu'une femme doit être du côté de son mari, qu'à cause de moi, il a l'air ridicule devant ses partenaires. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que c'était mes économies, que je n'étais pas prête à prendre ce risque, que je n'étais pas obligée d'investir juste parce qu'il le voulait. Elle m'a regardée comme une petite fille. J'avais le droit de dire ça, maman? Là, à l'intérieur, tout a explosé. Pas seulement tu en avais le droit, ai-je répondu. Tu étais obligée de le dire. Pour toi. Pour ta sécurité. Tu ne dois rien à personne, Ariana. Retiens bien ça. Elle a hoché la tête, mais je voyais que ces mots ne prenaient pas encore racine. Comme si je parlais contre le vent, et que de l'autre côté, il soufflait plus fort. Puis, une guerre silencieuse a commencé. Pas de cris, pas d'assiettes qui volent. Pire, le silence. Il ne me parle presque plus, m'a avoué Ariana un jour au téléphone. Il ne me regarde pas. Il fait comme si je n'existais pas. Il parle seulement de façon sèche. Le sel, sert de l'eau, où est ma chemise? Ou alors, tu dois comprendre toute seule pourquoi je suis fâchée. Tu as essayé de lui parler? Ai-je demandé. Oui, il m'envoie balader. Ne fais pas de scène. Tu dois rester calme. Un homme n'aime pas les hystériques. Elle a commencé à douter de tout. De ses vêtements, de ses mots, de ses pas.
Maman, cette robe n'est pas trop ouverte? Andras dit qu'une femme correcte ne s'habille pas comme ça. Cette robe n'est pas trop ouverte. Maman, si je suis resté tard au travail, c'est vrai que ça fait comme si je ne le respectais pas? Maman, je dois supprimer mes anciens camarades de classe des réseaux. Il dit que c'est indécent. Chaque question commençait par « Est-ce que je dois ?» Et chacun de ses reproches aussi. Ina jetait de l'huile sur le feu. Ariana, les hommes d'aujourd'hui sont sensibles. Tu dois être sage. Une femme sage cède un petit peu, juste pour que la maison reste en paix. Moi, quand je vivais, je n'écoutais plus ces « quand je vivais ». Je voyais ma fille, forte, intelligente, se faire lentement, mais sûrement, dresser à vivre dans la culpabilité. Un épisode m'a particulièrement marqué. C'était au début de l'hiver. Je suis passé chez eux sans prévenir, pour apporter des tourtes que j'avais préparées toute la nuit, incapable de dormir. J'ai sonné à l'interphone. Ariana est descendue. « Maman, tu aurais pu appeler » a-t-elle dit, déstabilisée, en tirant sur la manche de son pull. « Tu me manquais » ai-je répondu. « Je peux entrer ?» Elle a hésité, puis m'a laissé passer. Andras était dans le salon, devant son ordinateur. « Bonjour » a-t-il dit sans se lever. « Bonjour » ai-je répondu en hochant la tête. Je suis allé à la cuisine, j'ai posé les tourtes. Ariana était nerveuse, regardait sans cesse vers la porte. Et là, Andras est entré et, en regardant son dos, a lâché. « Tu aurais dû prévenir que tu faisais venir ta mère. » J'ai senti un froid me traverser. Pas « c'est bien que ta mère soit passée ». Pas « super, des tourtes ». Non. Tu aurais dû prévenir. « C'est ma mère », a répondu Ariana, doucement. « Elle est juste… » « Tu dois », l'a coupé Andras. « On a nos règles. Je n'aime pas les surprises. » Nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient complètement vides. Et j'ai compris une chose de plus. Il ne cherchait pas seulement à la contrôler. Il montrait, de façon calculée, qui était le chef dans cette maison. Et il me le montrait à moi aussi. Je n'ai pas fait de scène. Je suis resté 1 heure, j'ai parlé avec Ariana de tout et de rien dans la cuisine. Puis je suis parti comme une invitée, polie. Mais dans ma tête, une chaîne commençait déjà à se former. Tu dois. Vous devez. Une femme normale. Une famille correcte. Tout tournait autour d'une seule idée. Casser la volonté. Faire en sorte qu'une personne se sente d'abord coupable, puis qu'elle finisse par croire qu'elle ne peut plus vivre sans ses règles. Vous vous dites sûrement, « Mais où étais-tu? Tu es avocate. Pourquoi tu n'as pas tapé du poing sur la table? Pourquoi tu n'as pas arraché ta fille de là? » Je me pose cette question tous les jours. Mais comprenez bien, la violence ne commence pas avec un bleu sous l'œil. Elle commence avec un mot, puis 2 autres, puis des phrases, puis le silence. Et seulement quand tout cela a déjà rongé la personne de l'intérieur, le premier coup arrive. Cet hiver-là, j'espérais encore qu'on pouvait tout réparer en parlant. Qu'Ariana allait se réveiller, comprendre qu'on la poussait lentement dans un coin, que mon expérience, mes connaissances, mes 30 ans de pratique serviraient à quelque chose. Je me trompais. Le vrai basculement est arrivé au printemps, et il n'a pas commencé à la maison, ni dans la cuisine, ni sous les cris d'Andras. Il a commencé dans un bureau silencieux, où l'on a tendu à Ariana un dossier fin à signer. Oui, le basculement a vraiment eu lieu au printemps. Et il n'a pas commencé au tribunal, ni au commissariat, mais dans un cabinet calme, où ça sentait le papier et le café noir. On a posé devant moi une chemise mince, et on m'a demandé de signer à la ligne « Reçu ». Dans ce dossier, il y avait 2 coups d'un seul coup. Le premier, une plainte d'Andras et de sa famille. Le second, une décision du tribunal sur la suspension provisoire de l'ordonnance d'éloignement. Je feuilletais en silence. Suspension provisoire, diffamation, dénonciation mensongère, préjudice moral, ai-je marmonné. Et il demande sérieusement à moi et à Ariana 150 000 €. Le montant n'avait pas été choisi au hasard. Pas pour gagner, pour faire peur, pour dire « on est plus riche, nos relations sont plus fortes. Soit vous reculez, soit on vous écrase. »
J'ai juste soupiré, poussé le dossier de côté, et à cet instant même, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Maître Balint, j'écoute, ai-je répondu par réflexe. Au bout du fil, une voix de femme âgée, assurée. Erika. Bonjour, c'est Christine, une proche amie d'Ina, la mère d'Andras. Je pense que vous avez déjà entendu parler de moi. Bien sûr que oui. Ce genre de femmes siègent dans des comités caritatifs, mais en vrai, elles ne font qu'une chose, protéger leur cercle. Je vous écoute, ai-je dit sèchement. Je vous appelle de femme à femme, a-t-elle enchaîné. J'aimerais vraiment qu'un petit conflit familial ne se transforme pas en scandale. Andras est un jeune homme respectable, issu d'une famille respectée. Ce serait dommage de lui briser la vie pour, disons, 1 minute d'emportement. 1 minute. 3 coups sur le visage de ma fille, et tout ce qui allait avec, réduit à 1 minute. Pour le dossier, ai-je répondu calmement. Ce n'était pas un conflit, mais un crime commis en ma présence. Les coups sont constatés, il y a un enregistrement partiel sur mon téléphone, et des témoignages. Oh mais voyons, a-t-elle étiré d'une voix sucrée. Vous êtes une juriste expérimentée. Vous savez qu'on peut tout arranger. Et puis, Erika, Andras a des proches très importants. Vous savez sûrement que son oncle est juge au tribunal de grande instance et que son cousin travaille au parquet. Je n'aimerais pas que votre, disons, excès de principe ait un impact sur votre activité. La menace était fine, mais c'était une menace. Sur votre activité. J'ai fermé les yeux une seconde, inspiré, puis d'une voix égale. Christine, je travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Des bandits, des fonctionnaires, des hommes d'affaires ont déjà essayé de me faire pression. Si vous pensez que je vais avoir peur parce qu'Andras a un juge dans la famille, vous me connaissez mal. Et j'ai ajouté, eh oui, sur les questions professionnelles, j'ai le droit d'enregistrer nos échanges. Donc, toute tentative de pression ou d'intimidation, ce n'est plus un appel de femme à femme, c'est une entrave à la justice. On continue? Au bout du fil, un court silence, puis un bip. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et, sans me presser, j'ai sauvegardé l'enregistrement à 3 endroits, sur le téléphone, sur l'ordinateur et dans le cloud. Une habitude. Après des décennies de métier, j'ai appris une règle. Tout ce qui peut disparaître, disparaîtra si on ne le copie pas. Ariana est apparue dans l'encadrement de la porte. « Maman, c'était qui ?» a-t-elle demandé en s'appuyant contre le chambranle. Elle avait l'air fatiguée, en peignoir, les cheveux attachés n'importe comment. « Une amie de ta belle-mère, » ai-je répondu. Elle a essayé de me convaincre gentiment de reculer. Je lui ai résumé l'échange. J'ai vu le visage d'Ariana pâlir. Maman, Christine. Chez eux, c'est presque une reine, a-t-elle chuchoté. Elle contrôle vraiment tout dans leur quartier. Si elle est avec Ina, la moitié de leurs connaissances seront de leur côté. Qu'ils se mettent de leur côté, ai-je dit. Le code pénal n'a pas d'article ami d'une femme influente. Il y a des articles sur les violences, les menaces, la complicité, et c'est avec ça qu'on va travailler. Je parlais avec assurance, mais à l'intérieur, je sentais déjà qu'une guerre allait commencer. Pas seulement juridique, sociale aussi. On n'avait même pas fini notre thé que mon téléphone professionnel a sonné. Sociale aussi. Petra? J'ai reconnu la voix de mon assistante tout de suite. Elle était nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Erika, un homme est venu. Il s'est présenté comme l'avocat d'Andras. Il a laissé des documents. Et, honnêtement, ça m'a mise mal à l'aise. Je vous envoie une photo tout de suite. 2 secondes plus tard, l'écran affichait la photo de la même chemise fine posée devant moi. La première page, la plainte. Il a aussi laissé une décision du tribunal, a continué Petra, la voix tremblante. Suspension temporaire de l'ordonnance d'éloignement, signée par le juge Laurent. C'est son oncle, c'est ça? J'ai eu l'impression qu'on me versait de l'eau glacée dessus. Je vois, ai-je dit. Petra, écoute bien. Tu me scannes tout et tu m'envoies ça par mail et par message. Les originaux, tu les mets sous clé. Et tu appelles tout de suite la juge Chalère, tu te souviens? Elle me doit un service. Dis-lui que c'est urgent, qu'elle regarde le dossier elle-même.
D'accord, Erika, a-t-elle répondu. Et encore, dans la plainte, ils disent que vous diffamez, que vous détruisez volontairement une jeune famille. Et le montant 150 000 euros, ai-je terminé pour elle. Je l'ai déjà vu. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est de la pression. J'ai raccroché, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué qu'Ariana était restée tout près, à tout écouter. 150 000 euros, a-t-elle répété doucement. Maman, mais si jamais ils gagnent. Ils ne gagneront pas, ai-je coupé court. Ces montants servent à faire peur, c'est une méthode classique. Mais dans ses yeux, j'ai vu ce que je redoutais le plus. Une peur brute, animale. Le chantage financier frappe souvent plus fort que les cris. Peut-être, elle s'est assise, a entrelacé ses doigts, et crie. Peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, essayer de s'arranger, s'ils sont prêts à tout. Tu es sérieuse? Je l'ai doucement tournée vers moi. Après tout ce qu'il t'a fait, après cette nuit-là? Ariana a fermé les yeux. Je suis fatiguée, maman, a-t-elle murmuré. Vraiment fatiguée d'avoir peur. J'allais répondre quand elle a ajouté « Et ce n'est pas tout. Andras m'écrit. » Quelque chose s'est brisé en moi. « Comment ça, il t'écrit » ai-je demandé lentement. « Il a une interdiction. Il n'a pas le droit de te contacter. Il passe par des avocats, depuis des téléphones tiers, via différentes messageries. Elle a pris son téléphone et me l'a tendu. Je ne répondais pas, mais je lisais. Je l'avoue honnêtement. À ce moment-là, pas en tant qu'avocate, mais en tant que mère, j'ai eu envie de lui arracher le téléphone des mains et de le jeter. Mais je savais que si je faisais pression, elle continuerait quand même, en cachette. Nous nous sommes assises côte à côte sur le canapé. J'ai pris le téléphone. Le premier message commençait comme toujours chez ce type d'homme, par l'auto-humiliation. Ariana, ma chérie, je ne sais pas si tu liras ce message. Je suis détruit. Ces jours en cellule m'ont permis de comprendre le monstre que j'ai été. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Donne-moi une chance de te prouver que je peux changer. Je t'aime plus que ma propre vie. Le second message déplaçait déjà la responsabilité. J'ai parlé aujourd'hui avec un psychologue. Il dit que j'ai un trouble du contrôle des impulsions lié à un lourd traumatisme d'enfance. J'ai enfin compris d'où vient cette agressivité. Ma mère m'a beaucoup blessé quand j'étais enfant. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Je travaille sur moi, pour toi, pour nous. Le troisième, un classique de l'isolement. J'ai vu que ma famille a porté plainte contre vous. Honnêtement, j'étais contre. C'est leur initiative. Et plainte contre vous. Je n'ai pas besoin de tout ce bruit. Je veux régler ça discrètement, humainement. Sans police, sans ta mère. Demande-lui de retirer la plainte et parlons juste tous les deux. Sans témoin. On est mari et femme, Ariana. On ne détruit pas une famille comme ça. Je lui ai rendu le téléphone. Tu vois le schéma? Ai-je demandé. Lequel? Elle me regardait comme si elle ne voyait vraiment rien d'évident. D'abord, il se pose en victime. Je suis détruit. Je suis un monstre, plein moi. Ensuite, les coupables sont les autres. L'enfance difficile, la mère, n'importe qui sauf lui. Et enfin, il veut te couper de moi et du système de protection. Sans police, sans maman, parlons seuls. Ce n'est pas un repentir, ma fille. C'est un manuel de manipulation. Ariana a serré le téléphone très fort. Je le comprends avec la tête, a-t-elle chuchoté. Je t'écoute, je vois tout, mais... Elle s'est interrompue une seconde. Mais dans la poitrine, ça fait quand même mal. 3 ans ensemble, maman. Une maison, des projets, une vie commune. Et une partie de moi s'accroche encore à l'homme que je croyais aimer. Je l'ai regardé, et j'ai demandé très doucement. Tu penses à retourner vers lui? Un silence est tombé. Je ne sais pas, a-t-elle répondu honnêtement. Je ne sais vraiment pas. J'ai peur de ce qu'ils font, de ces plaintes, de ces appels. Parfois, j'ai l'impression que ce serait plus simple de dire « D'accord, j'ai exagéré. Oublions tout. » Et tout s'arrêterait. La peur parlait plus fort que la raison. Je l'avais vu 1000 fois dans les dossiers des autres.
Mais quand cette peur sort de la bouche de ta propre fille, c'est différent. D'accord, ai-je dit enfin. Faisons comme ça. J'ai ouvert mon ordinateur, lancé une de mes anciennes présentations de cours. D'abord les chiffres. Pas d'histoire, pas d'émotion, juste des statistiques. Ariana s'est rapprochée, a regardé l'écran. Juste des statistiques. 70% des femmes qui retournent vers leur partenaire après un premier épisode grave de violence subissent des violences plus sévères dans l'année. Ai-je lu lentement. 43% finissent à l'hôpital. Tu vois ce chiffre en rouge? J'ai déplacé le curseur. L'an dernier, environ 1200 femmes sont mortes sous les coups de leur partenaire. 1200, Ariana. Toutes pensaient, il ne me tuera pas. C'est la dernière fois. Il m'aime. Elle regardait l'écran sans parler. Les larmes coulaient sur ses joues. Et maintenant, d'autres chiffres, ai-je continué. Les femmes qui sont parties. 87% disent, après 2 ans, qu'elles vivent mieux qu'avant. 93% disent que partir a été la meilleure décision de leur vie. Et tu sais ce qui est le plus important? Parmi elles, il n'y a aucune femme morte. J'ai refermé l'ordinateur. Tu peux douter. C'est normal. Tu as aimé, tu as fait des projets. On n'éteint pas les sentiments comme un interrupteur. Mais s'il te plaît, ne confonds pas la nostalgie et la culpabilité avec le danger réel d'aujourd'hui. Est-ce que je peux au moins lire? A-t-elle demandé doucement. Ne pas répondre, juste voir ce qu'il écrit. Chaque cellule de mon corps criait non, mais je savais que si j'interdisais, elle lirait quand même, en cachette. D'accord, ai-je dit, mais à des conditions. J'ai levé un doigt. 1. Tu lis seulement à côté de moi. 2. Aucune réponse sans en parler avec moi. 3. On sauvegarde tous les messages. Pour nous, c'est aussi une preuve de pression. Ariana a hoché la tête. D'accord. Le soir, nous étions assises dans sa vieille chambre, comme quand elle était adolescente. Sauf qu'au lieu d'un cahier de chimie, elle tenait un téléphone rempli de messages de son mari. Nous en avons lu encore quelques-uns. Un téléphone rempli, tous identiques, larmes, serments, promesses, thérapie, et toujours la tentative de m'exclure de l'équation. Tu vois, ai-je dit. Pas un seul message où il dit « J'assume, je suis coupable, je suis prêt à être puni ». Partout, retire la plainte, parlons sans maman, faisons ça discrètement. Ariana n'a rien répondu. Elle a simplement posé le téléphone sur la table de nuit et est restée longtemps à fixer le mur. Le lendemain, nous sommes sortis dans le jardin. Je taillais le romarin envahi, je redressais la menthe que Robert avait plantée autrefois, et Ariana se tenait à côté, enveloppée dans mon gilet. Papa aurait tout simplifié, a-t-elle dit soudain. Il savait faire ça. Il aurait regardé, souri et dit « Ariana, là c'est blanc, là c'est noir. C'est simple. » Ça aurait été difficile pour lui, ai-je répondu. Pas parce qu'il n'aurait pas su ce qui est juste, mais parce que tu es sa fille. Et les parents aimants sont parfois prêts à fermer les yeux pour éviter que leurs enfants souffrent. Elle s'est tournée vers moi. Tu penses que je fais mal de douter? Je pense que tu es humaine, pas une pierre, ai-je dit doucement, et que tu as mal. Mais je te demande une chose. Ne confonds pas la culpabilité et la pitié que tu ressens pour lui avec l'amour. Le vrai amour rend plus calme et plus libre. Pas comme tu étais ces dernières années, tendue, craintive, comme si tu attendais sans cesse un coup. Elle est restée silencieuse longtemps. Le soir, déjà à la maison, Ariana a pris son téléphone, ouvert la liste des contacts et a commencé à bloquer un à un les numéros depuis lesquels Andras écrivait. Ses mains tremblaient, les larmes coulaient, mais elle ne s'est pas arrêtée avant d'avoir fini. « C'est fait », a-t-elle dit d'une voix rauque. « Il ne pourra plus me joindre. »« Tu es sûre ?» ai-je demandé. « Non », a-t-elle répondu honnêtement. « Mais je suis fatiguée de vivre dans l'attente de son pardon et du prochain coup. » Mais elle a levé les yeux vers moi. « Maman, on se bat. Pour de vrai. »« D'accord, » ai-je dit. « Alors demain, une nouvelle étape commence. » Le lendemain matin, j'ai déposé un recours contre la suspension temporaire de l'ordonnance d'éloignement. J'ai détaillé les liens familiaux du juge,
les discussions en coulisses déjà en cours. J'ai fait intervenir la juge Chalère. Elle a relu attentivement le dossier, tout remis en place. L'ordonnance a été rétablie, et même renforcée. Désormais, András n'avait pas seulement l'interdiction de s'approcher d'Ariana à moins de 500 mètres, mais aussi de la contacter par quelque moyen que ce soit, même par des tiers. En parallèle, j'ai déposé une plainte reconventionnelle pour violences conjugales répétées, menaces et préjudice psychologique. J'ai volontairement fixé le montant des dommages 4 fois supérieur au leur. Pas parce que nous avions besoin de cet argent, mais pour envoyer un message clair. Nous n'allons pas payer pour nous taire, et nous ne jouerons pas selon leurs règles. Sur le plan juridique, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais András et sa mère ont décidé de frapper autrement. La première fissure est apparue là où je m'y attendais le moins, dans un salon de coiffure tout à fait ordinaire. Ariana est rentrée à la maison avec les cheveux un peu plus courts et un visage étrangement vide. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé dès qu'elle a enlevé sa veste. « Rien », a-t-elle répondu automatiquement. Puis elle s'est assise sur le tabouret de l'entrée et a ajouté, épuisée, « J'ai juste compris que la guerre ne se joue pas seulement dans les tribunaux. » En fixant un point devant elle, elle m'a raconté comment sa coiffeuse, avec qui elle parlait de la vie depuis 5 ans, avait été aujourd'hui froide et silencieuse, et comment une cliente qu'elle connaissait s'était ostensiblement détournée, faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac jusqu'à ce qu'Ariana parte. Faisant semblant, je l'écoutais en sentant monter en moi non seulement la colère, mais aussi une lourde prise de conscience. À partir de maintenant, nous allions devoir nous défendre non seulement contre des avocats et des juges, mais aussi contre les chuchotements derrière le dos, les commentaires anonymes et le jugement lâche des autres. Et croyez-moi, parfois, ça fait plus mal que n'importe quelle convocation ou plainte. Quelques jours après l'épisode du salon de coiffure, il est devenu clair que ce n'était pas un hasard, juste un ballon d'essai. La vraie vague est arrivée ensuite, silencieuse, poisseuse, sournoise. D'abord, l'épicerie du quartier. Avec Ariana, on a pris un panier comme d'habitude. Du pain, du lait, quelques légumes. La caissière avec qui, depuis 10 ans, je parlais météo et prix des pommes de terre, est soudain devenue sèche, excessivement polie. « Vous voulez un sac ?» a-t-elle demandé comme si elle me voyait pour la première fois. Et pendant qu'elle passait les articles, son regard fuyait sans cesse vers un coin du plafond. Derrière nous, 2 femmes chuchotaient. L'une d'elles avait étudié avec moi à l'école. J'ai distinctement entendu « C'est celle-là, avec la fille ». Oui, on en parlait sur le groupe. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Ariana a baissé la tête et fait semblant d'examiner le présentoir de chewing-gum. Puis le groupe de discussion de l'immeuble est ressorti de l'ombre. Ce groupe autrefois presque mort, où l'on parlait seulement des poubelles pas ramassées ou des voitures mal garées. Le soir, une voisine avec qui je buvais le thé sur le banc depuis des années m'a envoyé des captures d'écran. « Collègue, quelqu'un sait si c'est vrai que dans notre immeuble vit une avocate qui détruit des familles pour de l'argent. On dit qu'elle apprend exprès à sa fille comment tromper le tribunal pour soutirer plus. Je propose qu'à la prochaine assemblée, on se demande si on veut vraiment que de telles personnes vivent parmi nos enfants. » Prochaine assemblée, je regardais l'écran en sentant physiquement ma poitrine se serrer. Pas parce que c'était inattendu. Après tant d'années de métier, j'avais vu la cruauté humaine. Mais c'est une chose quand la boue vise une avocate abstraite à la télévision, et une autre quand c'est ton immeuble, ta maison, ta cour, là où tu as planté des fleurs sous les fenêtres. Ariana lisait à côté de moi, en silence. « C'est de nous qu'il parle ?» a-t-elle demandé, comme si elle espérait encore que je dise non. « De nous », ai-je répondu calmement. « Mais on peut écrire n'importe quoi. Un chat n'est pas un tribunal. »« Oui, mais tout l'immeuble va lire, » a-t-elle murmuré. « Et personne ne va me demander ce qui s'est vraiment passé. » Je voulais répondre, mais à ce moment-là, son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran et a pâli. « C'est du travail, » a-t-elle chuchoté. « Les ressources humaines. » Elle est sortie dans le couloir et a fermé la porte. Je n'entendais que des bribes. Je comprends. Oui, bien sûr. Optimisation. Rien de personnel. Vous comprenez? On a des relations professionnelles. Quand elle est revenue, elle n'était plus la même.
comme si on avait posé une pierre lourde en elle. Alors, ai-je demandé. Elle a passé la main sur son visage. Ils doivent se séparer de moi. Officiellement, réduction de personnel. Officieusement. Le directeur m'a dit franchement, Ariana, on a un gros client lié à la famille de votre mari. On nous a fait comprendre que soit on règle ça, soit on perd le contrat. Tu comprends bien, dans la situation actuelle. Je l'ai regardé.